Madame Bombele Gisèle. Je suis conseillère en charge des agrégats agricoles au sein du cabinet du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voulais d'abord parler de la vision de son Excellence notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais parler en termes de levier stratégique. Le premier levier stratégique, c'est que l'agriculture soit un levier stratégique de souveraineté alimentaire. C'est ça, le premier levier stratégique dont le président de la République attend du secteur agricole. Et lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, c'est la capacité d'un pays à pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de sa population par sa propre production. En d'autres termes, c'est la capacité d'un pays à ne plus être dépendant de l'exportation extérieure, de l'importation extérieure plutôt, des denrées alimentaires. Et en termes simples, c'est que le pays soit capable de produire au-delà de sa consommation. Le deuxième levier stratégique, c'est que le président attend du secteur agricole, c'est de faire de l'agriculture un levier stratégique de développement durable. Qu'au travers de notre manière de cultiver, que notre pays puisse respecter le principe de l'environnement, qu'il puisse répondre aux objectifs de développement durable. Et là, nous parlons de l'agroécologie. Donc, si notre pays peut respecter l'agroécologie, et du coup, nous allons répondre aux objectifs de développement durable pour être compétitifs à l'extérieur par rapport à nos exportations de cultures pérennes. Le troisième levier, c'est qu'il attend que l'agriculture soit un levier stratégique de création d'emplois. Nous le savons bien, dans la chaîne de valeur, dans l'agro-industrie, elle peut résorber une grande quantité de la main-d'œuvre agricole ou de la main-d'œuvre de la population congolaise. Tels sont les trois leviers que j'ai essayé de brosser rapidement par rapport aux attentes du président de la République par rapport à l'agriculture de notre pays. Et pour relayer la vision du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Ministre, est parti de la révolution agricole agressive. Pourquoi la révolution agricole agressive? Parce que nous avons déjà, notre pays a déjà connu autant de révolutions agricoles. C'est pour ça qu'on n'a pas, bien qu'on a déjà opté pour une révolution agricole, mais fort malheureusement, on n'a pas atteint cette souveraineté alimentaire. Et ce n'était pas encore évident, c'était plus important de continuer toujours de parler de la révolution agricole, mais c'était pour passer à la vitesse supérieure qui est la révolution agricole agressive. Raison pour laquelle, pendant son mandat, depuis qu'il est à la tête du ministère, il veut faire adopter deux nouvelles lois, la loi phytosanitaire ainsi que la loi sémencière. Ces deux lois ne faisaient pas partie du climat des affaires du ministère de l'Agriculture. Et aussi, il y a eu une révision de la loi agricole. Comme vous le savez bien, la loi agricole a été adoptée depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 15 ans après, les systèmes agricoles n'est plus le même. Et cette loi devrait être révisée. C'est ce qui a été fait
à Kinshasa au travers une révision de la loi agricole parce que cette loi était jugée obsolète. Elle n'a pas permis sa mise en œuvre au niveau du secteur agricole. Aujourd'hui, elle est déjà déposée au niveau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Toujours par rapport au climat des affaires, pour que aujourd'hui les investisseurs viennent dans notre pays et investir dans le secteur agricole, il aurait fallu aussi que nous puissions avoir le cadastre agricole. Il y a eu des études autour du cadastre agricole. Le ministre a réuni tous les partenaires qui influent dans le secteur agricole, les ministères partenaires, pour que nous puissions avoir un cadastre agricole. La vision de son Excellence, Monsieur le ministre, par rapport au cadastre agricole, c'est qu'il veut que la terre, les terres arables congolaises, soient prioritairement accordées aux Congolais et que le partenariat avec les investisseurs étrangers soit bien établi. Raison pour laquelle un atelier a été consacré par rapport à l'obtention du cadastre agricole. Une autre chose par rapport au climat des affaires, c'est par rapport au Fonds national de développement agricole. Le FONADA, comme vous le savez plutôt, il y a déjà eu un avant-projet par rapport au FONADA. Et il aurait fallu que nous puissions encore nous retrouver par rapport autour de cet avant-projet, actualiser cet avant-projet, et elle a été soumise au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit présentée au Conseil des ministres avec l'objectif d'avoir un décret portant sur le Fonds national de développement agricole. Quelles sont certaines révisitations et l'ajout de certaines lois par rapport au secteur agricole que le ministre a déjà entamé, qu'il a déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. La mission principale du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, c'est de pouvoir accompagner, c'est de pouvoir encadrer les acteurs œuvrant dans le secteur agricole. Raison pour laquelle, en août dernier, le président de la République lui-même a lancé la campagne agricole 2025-2026. L'objectif, c'est de pouvoir outiller tous les acteurs du secteur agricole en intrants agricoles, en tracteurs et ses dépendants, en fertilisants, avec les semences améliorées, et qui d'ailleurs, avec les semences améliorées, seront remis officiellement aujourd'hui par le coordonnateur provincial de SENASEM. L'objectif, c'est toujours de pouvoir accompagner, encadrer les acteurs du secteur agricole. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans la deuxième phase. La deuxième phase qui concerne le diagnostic du secteur agricole afin que la redistribution de tous ces outils, de tous ces intrants, de tous ces fertilisants et autres soit bien redistribuée. Raison pour laquelle nous avons été ici à la Chopo pour que nous puissions diagnostiquer ensemble le secteur agricole, fournir des données qui seront à même de révolutionner agressivement les secteurs agricoles. Plusieurs missions ont été effectuées dans les 7 territoires de la province, que ce soit au niveau des territoires, que ce soit au niveau des secteurs.
il y a eu des délégations qui sont arrivées dans les territoires et dans les secteurs. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir redynamiser l'administration de l'agriculture. Un audit organisationnel a été organisé sur l'administration de l'agriculture afin de redynamiser, et aussi il y a eu un audit organisationnel au niveau des acteurs du secteur agricole. Comme nous le savons bien, notre agriculture, c'est une agriculture familiale plutôt. C'est une agriculture vivrière familiale. Et avec l'objectif du ministre, c'est de pouvoir se mutualiser en coopérative pour que nous puissions avoir une production maximale. Il faut que l'agriculture familiale puisse vraiment se mutualiser en coopérative. Raison pour laquelle nous sommes là pour identifier toutes les coopératives qui fonctionnent dans le secteur agricole. En outre, nous sommes là pour un audit organisationnel des CAPSA, qui sera d'ailleurs présenté par l'ingénieur Bellarmin. Le CAPSA qui a été retenu dans notre province de la Tchopo, c'est les CAPSA de Bafouassende. Je ne vais pas m'attarder par rapport au CAPSA et aussi par rapport à l'INERA. Comme nous le savons ici, nous avons l'INERA Yangambi. Les équipes ont été mises à pied d'œuvre jusqu'à Yangambi par rapport à un diagnostic de l'INERA Yangambi. Et si nous pouvons encore parler de l'apport de son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est au niveau du social. Depuis qu'il a été à la tête du ministère, il a pu doter le ministère de 4 grands bus pimpant neufs pour faciliter le transport du personnel. Quand je parle du personnel, c'est l'administration et les cabinets. Voilà un peu en quelques mots les avancées, les réalisations du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Paul Apadjembeatic, je suis directeur et coordonnateur provincial du service national de semences, ville-province de Kinshasa. Et le président intersyndical élu du ministère de l'Agriculture et celui de Pêche et Élevage. La première partie de ce processus, c'était le lancement de la campagne agricole par son excellence. La deuxième partie, c'est la mise en œuvre des activités pour atteindre les objectifs. Pour ce faire, nous devions nécessairement descendre sur le terrain pour l'identification des acteurs, l'identification des partenaires qui peuvent accompagner cette vision de chef de l'État incarnée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Mwindou Zang. Et puis, nous devions aussi souligner ici que l'État n'a plus le rôle de la production agricole. L'État va rester dans son rôle régalien de l'accompagnement des acteurs qui produisent sur terrain. Cet accompagnement doit se faire sur l'encadrement des acteurs sur terrain, sur la formation, sur la productivité, sur la conservation des produits, sur la transformation, ainsi que sur la commercialisation. La formation de tous les partenaires est une nécessité indéniable pour qu'il y ait une bonne utilisation des matériels aratoires qui seront distribués pour accompagner les efforts des chefs de l'État.
m'appelle ingénieur Bellarmin Kokumbi. Je suis chef de division en charge du développement des chaînes de valeur agricoles à la direction de l'agro-industrie, au secrétariat général de l'agriculture et sécurité alimentaire. Sans plus tarder, je vais passer au sujet qui m'a été confié. Avant d'y arriver, j'aimerais faire un peu en arrière pour parler de ces documents qui est intitulé La stratégie de mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. Son Excellence le ministère de l'Agriculture ayant saisi la vision du chef de l'État, celle qui est la revanche du sol sur le sous-sol, a cherché de quelle manière faudra-t-il donner un contenu à cette vision. Autrement, quel est l'outil sectoriel qui devrait accompagner cette vision? Il a réuni les experts du ministère pour produire ce document qui est un outil d'orientation et planification pour la mise en œuvre effective de cette vision. L'outil est centré sur 5 points essentiels, bien sûr, tout en se référant à la mission régalienne du ministère de l'Agriculture, celle d'accompagner les partenaires agricoles. Parmi tant d'autres missions régaliennes, l'Excellence veut concentrer vraiment ses efforts, surtout sur l'accompagnement. Et cet accompagnement-là, au travers de ces documents sectoriels, est reposé sur 5 points. En fait, c'est le complément de tout ce qui a été dit. Le premier axe ou les piliers de cette stratégie de mise en œuvre de la revente du sol sur les sous-sols, c'est la semence. Comme vous le connaissez bien, la semence dans notre pays aujourd'hui, c'est un problème. On a affaire à de tout venant, comme vous le connaissez, mais comment on va arriver à l'autosuffisance alimentaire, à la souveraineté alimentaire, si la semence qui est l'élément de base n'est pas de bonne qualité? La semence constitue le premier pilier. Le second pilier, c'est les fertilisants et les pesticides. Pourquoi les fertilisants? Parce que les fertilisants, c'est la nourriture, si on peut le dire en termes beaucoup plus simples pour ceux qui ne sont pas des techniciens. Quelle est la nourriture qui va devoir permettre la croissance de cette semence? Et en fait, accompagné des pesticides qui sont des produits, n'est-ce pas, pour combattre les ennemis des cultures. Ça aussi, c'est un aspect très important. Le troisième pilier, c'est sur la production de manière assez générale. Quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place pour que la production soit effectivement effective. Le quatrième pilier, c'est sur la mécanisation agricole. Comme l'a dit madame, notre agriculture est une agriculture familiale, exercée avec des outils rudimentaires, avec des espaces de production très réduits. Mais quelle est la possibilité, quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place, parce que les producteurs qui produisaient 0,5 hectares arrivent à 3 hectares, arrivent à 2 hectares, arrivent à 1 hectare et demi. Donc il faut faire recours à la mécanisation agricole. Comme quatrième pilier. Et le cinquième pilier, c'est autour des stockages. Donc vous avez les stockages, la transformation et la commercialisation. Beaucoup de produits pourrissent dans nos greniers. La plupart, ici, ce sont des greniers, ce ne sont pas des infrastructures de stockage adéquates. Moi-même, je suis expert aussi en gestion de réduction des pertes post-récolte. Donc, comment on peut avoir des infrastructures de stockage qui répondent aux normes, qui peuvent permettre la conservation, le stockage pendant un très bon moment? Et aussi, comment arriver à donner une valeur ajoutée à tous ces produits-là. Là, je parle de la transformation. À les transformer, de quelle manière, avec quelle unité de transformation, et enfin, comment amener le produit au marché.
Voilà un peu les 5 piliers qui sont basés sur cette stratégie de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État sur la vision du chef de l'État de la revente du sol sur le sous-sol. Et l'Excellence a dit, en venant ici, que vous devez vulgariser cette information, ces 5 piliers, de manière à ce que chacun, même dans sa langue maternelle, arrive à expliquer à son voisin ou à ses grands-parents. Alors, ces piliers-là seront maintenant axés sur 3 concepts. Le premier concept, c'est la disponibilité. Est-ce qu'on va avoir des semences? On aura des semences, mais il faudra que ces semences-là soient disponibles. On va avoir des semences, mais il faudra que ces semences-là soient accessibles. Donc, que chacun ait la possibilité, s'il a besoin d'avoir des semences, il sait là où il peut aller trouver des semences. Et enfin, sur l'utilité, c'est-à-dire que les produits qu'on va fournir, ce soit réellement un produit qui va donner des fruits de bonne qualité. Donc, les 5 piliers se reposent sur les 3 concepts. On veut avoir la mécanisation, bien sûr, mais est-ce qu'elle est disponible? Tout le monde peut faire recours à un prestataire de service. Est-ce que tout le monde peut accéder à la mécanisation? Est-ce que les équipements de travail qu'on va mettre à la disposition d'un prestataire vont devoir faire un bon travail, utilité, sont de bonne qualité? Alors, vous voulez un peu de manière assez condensée le contenu de ces documents de stratégie de la mise en œuvre de la revente du sol sur le sous-sol, qui peut-être on n'a pas assez d'exemplaires. On pourra partager la version électronique à travers vos mails ou vos adresses WhatsApp, de manière à ce que ces documents fassent l'objet d'une large diffusion, comme le souhaite son Excellence le ministre de l'Agriculture. Revenons maintenant au sujet qui m'a été confié pour parler de CAPSA comme véritable entreprise agricole. Je serai complété par mon collègue chef de division Bokana, avec qui nous avons eu beaucoup d'entretiens à Kinshasa avec le Mineta. Quand le Mineta partage sa vision autour des semences, partage sa vision autour de CAPSA, il a toujours été avec nous. Comme ça, je voudrais que cette intervention soit couplée avec le chef de division Bokana. D'où est venue l'idée de CAPSA? Il pourra donner la genèse. Le Mineta a souhaité que tous ces piliers, tous ces services que je venais de citer ici soient concentrés autour d'un point dans un premier temps. Et il a estimé que l'endroit idéal pour avoir tous ces services, il faudra absolument passer par la réhabilitation de CAPSA, sont les centres d'adaptation de production des semences améliorées. Il voudrait qu'au sein de CAPSA, qu'il y ait la production des semences, qu'au sein de CAPSA, qu'il y ait des brigades agricoles pour la motorisation. En fait, quelqu'un a besoin d'un service, il doit savoir que dans les CAPSA Lilanda ou CAPSA qui est à Bafouassende, il peut facilement trouver les brigades et les brigades peuvent arriver à faire le travail. Donc, on a la production des semences, on a des entrepôts, des stockages de pesticides et de fertilisants. On ait des laboratoires. Ils vont traiter les semences et autres produits. Il a estimé, d'après les études qui ont été menées dans ces pays, peut-être que les enseignants ici les savent bien que nous avons ce potentiel de produire les engrais chimiques. Voilà. La tourbe existe, les scientifiques sont là, mais peut-être que ce sont les moyens qui tardent pour les accompagner. Il a voulu que ça soit un lieu aussi idéal, au-delà des stockages des engrais et tout ça, qu'on produise aussi ces fertilisants. Donc, il a voulu qu'au sein de CAPSA, comme l'a dit madame, entre autres raisons de la révision de la loi, c'est aussi par rapport à l'évolution du changement climatique. Les enjeux ont changé, la loi est restée telle qu'on l'a conçue en 2011. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réviser pour intégrer certains aspects, notamment les aspects peut-être liés à l'aménagement du territoire,
qui est maintenant avec les études qui se sont réalisées. Donc, tout ça a permis que les ministres aient une nouvelle vision. Alors, pour rentrer maintenant à la question des changements climatiques, il a souhaité qu'au sein de CAPSA, que l'on ait un centre météorologique. Donc, devra donner des informations relatives au calendrier agricole, de telle manière que nos producteurs ne soient pas coincés par rapport au changement climatique quant au calendrier agricole. Donc, voilà un peu de manière assez brève comment le CAPSA va fonctionner comme une entreprise agricole. Et concernant la dynamique, c'est-à-dire les interactions entre les CAPSA, l'INERA, les CAPSA, les agri-multiplicateurs, les CAPSA et les SENASEM, je voudrais bien passer la parole à mon collègue Bokana, qui est le coordonnateur provincial du SENASEM. Merci beaucoup. Les bases sur l'amélioration des semences, c'est une vieille idée de l'époque coloniale, avec l'INEAC, l'Institut national des études agronomiques du Congo. Et à l'INEAC, au niveau de l'INEAC, on était en train de faire l'optation de semences. Et cette semence obtenue, l'homme belge était en train de chercher à savoir cette semence ici peut s'adapter dans quelle région de notre colonie. Est-ce que le maïs, on peut faire en abondance où? Les riz, abondamment, ça peut être produit où? Si nous voulons aller dans la culture, les palmiers peuvent s'adapter correctement où? Les cafés, le robusta et l'arabica, où est-ce qu'on peut placer selon la zone écologique qu'il faut? Et c'est comme ça qu'ils ont créé les stations d'adaptation locale. Et quand on a fait des études sur les adaptations locales, on a trouvé que oui, il faudrait passer à une autre étape. C'était maintenant créer des centres agricoles pour la production de semences améliorées, qu'on appelait les CAPSA. Et le ministre est allé avec la même philosophie. Il a une préoccupation, comme on dit tous les prédécesseurs ici. Il veut que nous puissions atteindre la souveraineté alimentaire. Mais il a dit, bon, en tout cas, nous sommes déjà autosuffisants en manioc, parce que le manioc est partout. Mais ce que nous devons faire, c'est améliorer la production de manioc. On a fait des études dernièrement avec, dans le cas de Tricote. Nous avons trouvé même qu'il y a des maniocs qui vont être présentés, diffusés maintenant, qui ont des productions supérieures à la variété qu'on appelle Ilona, qui a une grande capacité de production. Mais il y a maintenant des maniocs qui sont allés au-delà de ça. Les riz aussi, il faut qu'on ait les maniocs, il n'y a pas de problème, selon son excellence, dans ses études à lui, il a trouvé que pour le manioc, ça va. Mais si nous sommes autosuffisants en riz, en maïs et en haricots, oh, c'est fini. Du côté alimentation, dans le ménage, on a résolu un problème. C'est vrai, atteindre la souveraineté alimentaire, comme veut son excellence, monsieur le ministre d'État, oui, ça demande beaucoup d'efforts et de volonté, mais il a trouvé d'une manière simple qu'atteindre d'abord la souveraineté, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire, pour les haricots, pour les riz et pour le maïs en dehors du manioc, là, nous pouvons résoudre un problème. Mais dans l'entretemps, il faut un moyen, nous crions ici, dollars. Alors, il faut une grande production aussi de cultures purement économiques. C'est comme ça qu'il a songé. Il a songé à la relance agressive, bien sûr, des cultures de palmiers à huile, du caféier, ainsi que des cacao. Quand il est passé ici pour le lancement de la campagne, il nous a donné un exemple. Il a dit même ici au niveau du gouvernorat que si notre pays atteignait seulement en superficie des cultures, les territoires de Banalia, on peut déjà être meilleur producteur mondial du café, du cacao et ainsi de suite. C'était juste un exemple. Il dit la superficie de Banalia. Alors, si vous prenez Banalia, superficie de Banalia, essayez de plonger un peu
dans la carte de la grande superficie du Congo, c'est que nous n'avons rien fait. C'est qu'il y a possibilité qu'on devienne le meilleur producteur. C'est son Excellence M. Mineta a raison. Parce que Banalia, ce n'est pas la moitié du Congo. Banalia, ce n'est pas le 1/10 du Congo. Vous en savez plus que moi. Banalia, je peux dire, c'est les 1/50 millième, si je dois dire ça comme ça, de la République. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais alors, comme nous avons déjà les CAPSA qui existaient avec les SENASEM à ses côtés, il faut résoudre ces problèmes-là que nous avons chaque fois quand nous allons dans des réunions comme ici. On nous dit insuffisance des semences améliorées. Semences pas de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je veux maintenant que nous puissions changer l'acronyme CAPSA. L'acronyme doit changer son sigle. Ça doit être maintenant des centres, bien sûr c'est agricole, les centres pour adapter les semences, un centre pour améliorer ce qui est adapté par rapport aux salles, au centre d'adaptation locale, et pour la production de semences améliorées. C'est-à-dire aujourd'hui, comme ça s'écrivait CAPSA avec un seul A, c'est CAPSA avec combien de A? 2. Il faut qu'il y ait adaptation, qu'il y ait amélioration. Alors, aujourd'hui, l'excellence est allée très loin pour chercher des semences, par exemple au niveau de Kenya, dans l'entreprise Sumlove. Là, on va amener des semences qui sont par exemple des Nerika, mais pas comme les Nerika que nous avons de 2 tonnes ou 3. Il faut aller au-delà de notre production. Alors, ça doit être adapté. Nous avons parlé ici des agrégats. Il y aura des agrégateurs qui vont commencer à trouver cette semence. Mais la semence sera disponible maintenant où? C'est au niveau des CAPSA. Dans les CAPSA, cette semence sera là. La semence de qualité. On doit plus commencer à tantonner pour avoir de meilleures semences. On aura un centre où nous avons un réservoir de semences de qualité. On aura un centre où, si vous voulez avoir cette semence, ça doit être accessible. Parce que les semences, des fois, les paysans ont des difficultés pour s'approvisionner en semences. Il a parlé de 3 concepts. Il y a la disponibilité des semences et il y a accessibilité. Et comme cette semence-là sera accessible, ça sera facilement utilisable. Et voilà pourquoi il a parlé de l'utilité. Et à cette réunion-là, le ministre nous a exhorté, comme on vient de dire, avant la sortie de ce document, que nous devrions parler, nous devrions diffuser l'esprit qui doit être ancré dans la pensée des Congolais pour que nous puissions soutenir la philosophie ou la pensée de son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Et c'est comme ça que lors de la dernière réunion avec tous les agents du ministère pour le lancement de ces documents-là, il nous a demandé d'aller avec lui, de l'accompagner dans cette vision-là. Et voilà pourquoi nous sommes allés, moi-même comme coordinateur de SENASEM, qui connaît l'historique des CAPSA qui a été choisi dans notre province. Je suis allé avec la délégation pour leur montrer que ces CAPSA-là a été, d'abord, la construction a commencé en 1951, elle s'est terminée en 1953 et entrée maintenant en exercice, et où on avait remis au CAPSA à l'époque sur une superficie de 1500 hectares où étaient logés et les CAPSA et l'école agricole d'Angassédé. On a pris 500 hectares, on a remis au CAPSA. Et par la suite, c'était devenu une ferme de production de semences de SENASEM comme ferme sémencière de SENASEM. Alors, les ministres veulent en profiter. Les images sont là pour ceux qui nous ont accompagnés. Ils ont vu ces bâtiments qui sont là-bas, meilleurs que les SENASEM de Kisangani, les entrepôts meilleurs qu'ici à Kisangani, et la maison d'habitation, le coordonnateur reste chez lui-même, mais là-bas, le directeur de CAPSA va habiter le CAPSA dans une belle villa, avec des grandes dimensions, plus que notre bureau de SENASEM à Kisangani. Et c'est comme ça que nous, comme nous voulons accompagner le ministre dans sa philosophie, pour l'intérêt supérieur de l'agriculture de notre pays, afin d'arriver à donner la réponse à cette pensée magistrale de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
qui veut la revanche du sol sur les sous-sols de manière effective. Voilà un peu de mots, ce que j'avais eu à récolter de la réunion de Kinshasa et ce qui venait de faire l'objet de notre émission. Merci. La recherche de l'Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi. Et alors, pour cette occasion, au nom de son Excellence Monsieur le recteur de l'IFA Yangambi, le professeur Dr Okungolo Tokola, je tiens à remercier sincèrement, premièrement, le président de la République pour la paix retrouvée, et deuxièmement, les MINETA en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire pour avoir diligenté une équipe sur le terrain afin d'identifier les potentialités agricoles de la Tchopo. Et comme la délégation a pu constater, la Tchopo regorge d'énormes potentialités qui peuvent booster l'agriculture en RDC. Et l'IFA Yangambi, comme institution de recherche et berceau de la formation agronomique en RDC, et grâce à son immense réseau de corps professoral, l'IFA Yangambi est prêt pour accompagner les MINETA afin d'atteindre la souveraineté alimentaire et d'assurer l'agroécologie dans le contexte de la RDC. Et donc, les recherches que nous menons à l'IFA sont disponibles au niveau des laboratoires et ces recherches peuvent être exploitées et utilisées par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Le souhait de l'IFA est que nous puissions avoir un cadre permanent où les différents acteurs peuvent se retrouver pour essayer de réfléchir sur cette question de souveraineté alimentaire. Voilà un peu de mots. Je vous remercie. Merci. Mon intervention est centrée sur l'ensemble des intervenants. Parce que les intervenants ont eu à parler concomitamment sur les concepts qui ont chevauché pour l'agriculture. Les budgets accordés pour l'agriculture à 2026 est de combien de pourcents? Merci de m'avoir apporté la parole. C'est Delphin Mazombo. Je suis le secrétaire exécutif de la Fédération des producteurs agricoles de la province de la Tchopo. Les initiatives sont bonnes, et surtout avec les campagnes agricoles qu'on est en train de faire. Mais comme producteurs agricoles, nous avons beaucoup de soucis avec les problèmes des campagnes agricoles. C'est vrai que c'est une bonne initiative, mais quelque part, au niveau des producteurs agricoles, nous nous sentons, qu'est-ce que je peux dire, on est victime des campagnes agricoles que le gouvernement, chaque fois, il est en train de faire. En réalité, on n'a pas les intrants, parce que vous avez parlé des semences. Quand la campagne se fait et quand on amène donc les semences au niveau des producteurs agricoles, chaque fois nous sommes déçus. Et nous aimerions que cette fois-ci, comme l'initiative est de relancer les CAPSA, qu'on mette un peu du sérieux dans ce qu'on est en train de faire, pour que nous puissions arriver à la sécurité alimentaire. Parce qu'on ne peut pas arriver à la sécurité alimentaire si nous-mêmes, nous ne mettons pas au sérieux le travail que nous faisons. Parce que quand vous donnez les semences qui ne germent pas, qui n'ont pas un pouvoir germinatif, vous pensez qu'on peut atteindre la sécurité alimentaire. Ça, c'est un problème. Et souvent, les paysans sont victimes de ça. Parce que quelqu'un qui a perdu tout son temps, parce que nous ne faisons que par saison. La saison-là, il a disponibilisé son champ, vous lui donnez les semences qui ne sont pas de bonne qualité, qui n'ont pas germé, il perd toute une saison comme ça. Et parfois, comme il n'y a pas d'assurance aussi, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, on devrait normalement assurer
les producteurs qui ont connu de tels cas. C'est pourquoi mon souhait, ça c'est vraiment une recommandation que je peux demander au niveau du ministère, que oui, on est d'accord de cette vision-là et nous pouvons être d'accord dans ça, mais c'est de mieux, donc de mettre un peu du sérieux dans ça, qu'on puisse avoir réellement des semences de bonne qualité et ces semences-là, ça puisse aider les producteurs pour que nous puissions arriver à améliorer les conditions de vie des ménages agricoles. Ça, c'est par rapport aux semences. Par rapport au travail, il y a la pénibilité des travaux. Les outils agricoles que les gens utilisent sont très rudimentaires. Mais quand nous voyons dans la campagne agricole, on nous amène les tracteurs. Quand ces tracteurs arrivent, les gens qui devraient utiliser ces tracteurs, ce sont les producteurs agricoles. Mais curieusement, on voit que parfois ces tracteurs-là, ça n'arrive pas au niveau des producteurs agricoles. On sait que ce sont les gros poissons qui se partagent. Et quand vous allez à l'intérieur, vous voyez ces mêmes tracteurs, soit ils sont utilisés pour transporter donc les biens à l'intérieur. Or, ça devrait normalement, s'il y avait des centres où les gens pouvaient aller, ils partent là-bas. Ils vont donner les moyens, si ça dépend de ce qu'on fait. Ça va lui aider à faire donc à labourer son champ. Très bref, termine. Pour que j'aurais souhaité qu'il y ait quand même des centres où il y a la disponibilité, comme vous avez parlé de 3 concepts, qu'il y ait quand même l'accessibilité et la disponibilité par rapport à ces outils. Et mon dernier aspect, c'est au niveau de la commercialisation. C'est vrai, on peut produire. Pour les paysans, ils n'ont pas un autre moyen d'avoir l'argent. C'est bien, il fallait qu'ils vendent mieux ce qu'ils produisent. S'il peut y avoir un moyen d'accompagnement, en fait, que les paysans puissent gagner des marchés, d'abord qu'ils soient organisés, et quand ils sont organisés, comme vous avez parlé des coopératives. Or, dans les coopératives, nous savons que les grandes difficultés que nous avons, c'est les problèmes de fiscalité. On n'a pas une fiscalité qui est favorable à ces coopératives. Or, ce n'est que dans les coopératives que les paysans peuvent mieux vendre. S'ils vendent de façon dispersée, je pense qu'ils n'auront rien. Je me limite là. Je vous informe que dans l'acte positif de son Excellence, il venait d'arriver. Mais arracher le budget programme, c'est-à-dire maintenant, l'ordonnancement du budget ne passe plus par le ministère du Budget, ni par le ministère des Finances. C'est son Excellence, Monsieur le ministre d'État lui-même, qui signe les engagements et qui signe les ordonnances, l'ordonnancement des décaissements de fonds relatifs à l'agriculture. Maintenant, les états de besoin ne sont plus envoyés au ministère du Budget ou bien au ministère des Finances. Notre ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Mwindo Zang, qui devient le gestionnaire du budget et qui devient aussi l'ordonnateur de ce budget de l'agriculture. Je vais répondre en rapport avec la semence. Ceux qui connaissent la genèse du PDKIS, qui fait partie comme membre, savent que si PDKIS a commencé à entrer dans les activités sémencières, c'était par la semence du riz Mérika 4, je me rappelle bien, qui vous a été remis, et cela avait germé normalement. Il n'y avait jamais eu de problème. Et je vais encore descendre dans la campagne agricole 2024 et 2025. Vous n'étiez pas concerné, vous aviez appris des choses et vous avez aussi diffusé par vous-même. Comment les choses se sont passées? Je prends l'exemple de la semence spécifique de maïs, ou de toutes les semences bien sûr, qui pouvaient germer à part le manioc au niveau des laboratoires. Selon l'organisation et les instructions reçues,
par son excellence monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, à l'époque, les agrimultiplicateurs devraient nous déposer, nous présenter les lots de semences où les inspecteurs sémenciers devraient aller récupérer les échantillons par eux-mêmes. Et c'est comme ça d'abord la norme. Et tous les échantillons prélevés ont été amenés au laboratoire. Et après l'obtention des résultats de chaque échantillon, on devrait compiler un rapport à remettre officiellement à monsieur l'inspecteur de l'agriculture qui était désigné aux côtés du ministre provincial comme distributeur officiel de cette semence-là. Pour votre information, nous avons rejeté les semences de riz ayant atteint 79%. Si vous êtes à l'université, vous avez 79%, les enseignants de l'université sont là. Vous avez approché la grande distinction. Alors, pour ce qui est de la semence de maïs, si vous n'avez pas la grande distinction, vous n'êtes pas éligible. 79%, c'est un échec pour le sénateur. Ça, c'est le maïs. Pour les riz, le minimum acceptable comme 50%, 75%. Si vous n'avez pas atteint ou dépassé 75%, votre semence est déclassée. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? Quand les semences sortent de l'entrepôt de Sénacem, dans les rêves de distribution comme avait fait l'inspecteur, les conditions de stockage ne répondent pas aux normes. Et les semences, bien qu'ayant 90% ou plus, mais ont des difficultés pour continuer sa viabilité. C'est comme ça, comme je l'avais dit à l'introduction. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, il a toutes ces informations. J'ai dit qu'il n'a pas besoin de changer la roue. Il veut juste améliorer. Et c'est comme ça qu'on a parlé de CAPSA. Les CAPSA vont remplir toutes les conditions qu'il faut pour garder une semence pendant autant de périodes, autant de mois, autant d'années. On n'a pas parlé seulement de la semence, il y aura des engrais, il y aura tout autour du CAPSA. Un paquet technologique qu'il faut respecter. De la même manière, comme quand vous allez en médecine, les médecins, je crois, ils sont là. Mais nos médecins ici, ils sont capables de faire, d'administrer de bons soins. Mais des fois, le paquet technologique du médecin, à notre niveau, n'a pas possibilité avec des appareils pour soigner les malades. Alors, ici, le Mineta, il est en train de chercher à organiser un paquet technologique qu'on doit mettre au CAPSA. Semences, meilleure qualité, bonne obtention, meilleure conservation, tout ça. Vous voulez semer, oui, engrais. Vous avez besoin de tracteurs, comme vous aviez dit aussi, problème de tracteurs. Vous l'avez là au niveau de CAPSA. La brigade, elle est là de manière permanente. Pas question de grands Ngolo et de petits Ngolo. Les grands et les petits sont tous des Congolais qui doivent, de manière agressive, booster la production de l'agriculture. Et c'est ça la pensée de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Je vous remercie pour votre préoccupation. Je savais que vous alliez la poser. Mais ce qu'il faut seulement retenir, que nous sommes dans le cadre de la révolution agricole agressive. Et ça, c'est la première campagne de cette révolution. Et toutes les mesures, tous les axes que vous avez suivis, tous les axes qui vont permettre à soutenir cette stratégie de cette vision de la richesse qui sort sur les ressources. Tous les axes que vous les avez entendus ont été développés. Partant des semences, qui est en amont de la filière, jusqu'au niveau de CAPSA. Donc, cette erreur-là ne viendra plus. Je reconnais qu'il y a eu tous ces aléas, ça je les reconnais, je n'ai pas honte de le dire, mais aujourd'hui nous sommes dans la première campagne de la révolution agressive. La première campagne de la révolution agricole agressive.
Et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a développé, avec le concours des amis du ministère au niveau de Kinshasa, ils ont développé toutes les stratégies pour éviter que ça n'arrive plus. Merci. Ceux qui sont dans l'agriculture familiale, de se mutualiser, de mutualiser leurs forces afin que nous puissions atteindre les objectifs assignés. Et par rapport à ces objectifs, c'est aussi la commercialisation. Comme on dit, l'union fait toujours la force. Lorsque nous allons nous mutualiser, nous saurons comment est-ce qu'on peut acheminer nos produits vers le centre de négoce. Les coopératives sont très importantes. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour que chacun de nous puisse sensibiliser tous ceux qui pratiquent l'agriculture familiale à pouvoir s'adhérer dans des coopératives. Parce que la coopérative, c'est un centre qui relie l'agro-industrie et aussi l'agriculture familiale. Et c'est ce qui fait que nous puissions atteindre la rentabilité et la pérennisation de notre agriculture. Aussi, on doit relever, pour que notre agriculture soit efficace, nous ne devons pas négliger l'aspect agroécologique. C'est très important. Pour que nos produits qui doivent être exportés, il faut qu'ils soient certifiés. Et pour être certifié et être compétitif sur le marché international, il faut que nous puissions respecter le principe de l'environnement. J'ai dit tantôt dans mes interventions, même les interventions des collègues, que la vision du MINETA, c'est de faire du service national de motorisation agricole un vrai prestataire de services. C'est là où j'ai parlé des brigades. Donc il y aura des brigades au niveau de Capsa, mais aussi dans d'autres sites. Cette question-là de la pénibilité est résolue au travers des documents en mettant en place des brigades agricoles, en fait qui sont des prestataires de services. Vous avez besoin de labourer autant d'hectares, vous savez là où vous pouvez aller trouver les brigades. Et les brigades vont faire du travail pour vous, bien sûr, en se basant sur les trois concepts. Ça doit être des brigades qui sont disponibles, partout on va les trouver. Ça doit être des brigades qui vont faire un travail utile. Et puis ce sont des brigades qui seront accessibles à tout le monde qui voudra avoir un service. Donc c'est résolu à ce niveau-là. La deuxième question, c'est sur le CCNA et j'ai aimé vraiment l'intervention de l'IFA pour solliciter un espace, un cadre de concertation dans la mise en œuvre de cette vision. Les collègues de l'environnement, bien sûr, ils ont déjà un conseil qui existe. Au niveau de l'agriculture, le travail avait tellement déjà avancé. C'était quand ils révisaient les projets, en fait, les décrets. Ils avaient d'abord un décret qui mettait en place les conseils consultatifs nationaux des forêts, qui est passé à sa révision. À ce moment-là, nous, au niveau de l'agriculture, on était déjà en train d'élaborer les projets de décret sur les conseils consultatifs nationaux de l'agriculture. Les dossiers avaient tellement évolué. Les ministres, à l'époque, avaient déjà transmis les dossiers au secrétariat du gouvernement, examiné dans la commission des lois et puis transmis en conseil des ministres pour examen et adoption. Ça a été adopté et nous avons même les comptes rendus de ces conseils-là qui a permis qu'on mette en place un conseil consultatif national. Mais il s'est posé un petit problème. Au moment où le projet de décret a été adopté en conseil des ministres, puis après il y a une ordonnance qui est sortie pour mettre en place les conseils consultatifs présidentiels. Et finalement, ça a créé confusion entre les deux. Et pourtant, ce sont deux structures qui ont des missions tout à fait différentes. Donc, le MINETA, quand il est venu, il s'est saisi de cette question. Et la résolution était qu'il faudra reprendre les processus. Je crois que quand nous allons rentrer, nous allons continuer sur ce schéma-là, de manière à ce que les jours qui viennent, qu'on ait un cadre de consultation opérationnelle et fonctionnelle. Alors, pour la question des transformations, toujours parmi les axes,
les piliers de cette stratégie, il est prévu la mise en place de ce qu'on appelle des petits centres de transformation des produits agricoles. Donc c'est prévu dans la stratégie, mais le mot m'a encore échappé, un peu des structures comme ça qui seront installées dans les bassins de production pour arriver à permettre à tous ceux qui produisent de donner une valeur ajoutée de ce qu'ils produisent. Voilà un peu de manière ramassée la réponse que je pourrais réserver à vos questions. À propos de la prime, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné des A1, A2 et A0. Tout à fait. Tout le monde là concourt. Comme venait de dire le général Padjemba, il nous faut une nouvelle grille barémique. Mais pour la loi de finances 2026 ici, on s'est démené. Comme on n'avait pas une nouvelle grille barémique, on s'est démené au niveau de la DPSB, donc la Direction Générale des Politiques et Prévisions Budgétaires, pour ne fût-ce qu'avoir l'élargissement. L'élargissement là, c'est pas pour Kinshasa, c'est pour les provinces. Donc, si on nous accorde ça, je suis en contact avec quelqu'un de la DPSB, même tout en étant ici. Nous attendons qu'on imprime les annexes de budget. Lorsqu'on va imprimer les annexes de budget, nous allons vérifier. Si c'est accordé, nous allons répartir à tout le monde de la province les mêmes quotas que tous ceux de Kinshasa. C'est ce que j'avais comme préoccupation. Merci. Vous connaissez que sans suivi, on ne peut pas s'attendre à raison. On va veiller au respect du calendrier, au respect, l'appui suivant le calendrier. Ça va nous aider à atteindre les objectifs. Provincial de l'agriculture et de sécurité alimentaire, quand il s'agit de cette question de coopérative, nous avons envoyé tout le monde au niveau de Syncop. Et si nous arrivons aujourd'hui à Isangi par exemple, ou un Abel qui avait besoin de coopératives agricoles, nous en avons là-bas, je crois, une vingtaine. L'inspecteur est là. Et même ici à Kisangani, quand il y a eu ceux qui cherchaient à devenir de meilleures coopératives, nous les avons envoyés toujours au niveau de Syncop. Nous avons même un exemple ici, n'est-ce pas madame? On vous a envoyé au niveau de Syncop. Vous avez une personnalité juridique aujourd'hui comme coopérative, n'est-ce pas, de production agricole. Est-ce que j'ai menti? Voilà ce que nous avons fait. Il y a des coopératives maintenant, mais comme a dit madame conseillère, nous les avons orientés vers les services attitrés afin qu'on ait des coopératives qui travaillent sérieusement avec le ministère de l'Agriculture.